Alors, cher Georges-Arthur Goldschmidt, on ne vous présente pas, évidemment. Moi, je vous lis depuis longtemps et ce livre, malgré tout, bien que je crois pouvoir dire que j'ai à peu près lu tout ce que vous avez écrit, eh bien, vous avez réussi à me surprendre encore. Je peux en témoigner, et c'est pas fréquent malgré tout qu'un auteur nous surprenne alors qu'il a un parcours d'écrivain considérable. Et je suis très heureux de cette occasion de dialoguer avec vous autour de ce livre. Pour l'information du public, moi je suis en train, pour commencer, de traduire le précédent, Vom Nach-Exil, qui sortira aux éditions Verdier, et je poursuis avec Der Versperrte Weg, qui lève un voile sur un aspect de votre œuvre, de votre vie aussi, que nous ne connaissions pas, qui est l'existence de votre frère. En lisant ce livre, j'ai pensé à Proust. Le narrateur de La Recherche du temps perdu n'a pas de frère. Il est enfant unique, alors que nous savons que Proust avait un frère. C'est-à-dire que dans son œuvre, même si bien entendu le narrateur, ça n'est pas Marcel, on le sait bien, et enfin, il n'y avait probablement pas besoin de frère dans l'économie de l'œuvre, c'est ce que nous dirait Proust. Mais enfin, on ne peut pas s'empêcher de se dire que Proust a en quelque sorte rayé, évacué des aspects autobiographiques de son livre, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il a évacué son frère. Est-ce que vous vous dites qu'il vous est arrivé le même genre de choses, et qu'est-ce qui, tout d'un coup, a fait ressurgir sous votre plume cette évocation de votre frère? Est-ce que c'était le sentiment d'avoir une injustice à réparer, une dette à payer, est-ce qu'il y avait derrière un peu de culpabilité? Je suis très indiscret en demandant ça, mais de ne pas avoir parlé de lui beaucoup. Enfin, je n'ai pas regardé, je n'ai pas été vérifié si dans vos livres vous mentionniez l'existence de votre frère, mais même s'il a pu arriver que vous le mentionniez, vous n'en avez jamais vraiment parlé. Et quand on lit ce livre, on découvre quelqu'un qui effectivement a été très, très, très différent de vous et pratiquement votre opposé. Hein. Tout à fait. Et comment vous pouvez nous raconter un petit peu, pour commencer, l'histoire de l'écriture de ce livre? Oui, d'abord, je vous remercie de traduire ce livre. Je ne pouvais pas trouver de traducteur plus dedans mon texte que vous. Oh, hein, ça, parce que traduire n'est pas n'importe quoi. Non, non. Traduire, c'est cohabiter un texte. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que l'écriture. J'ai un petit peu traduit, et la traduction engage infiniment plus que l'écriture propre. Là, vous nous faites rire quand vous dites que vous avez un petit peu traduit. Ouais. Et je suis d'autant plus reconnaissant. Mais pour répondre à votre question, puisque j'ai la chance d'écrire dans les deux langues sans très bien savoir dans laquelle j'écris, mon éditeur allemand, Wallstein, il s'appelle Wallmoden, me téléphone un jour. Il avait d'abord publié ce petit bouquin, Vom Nach-Exil, qui était une première version que j'avais fait paraître chez Fischer, avec lequel je me suis brouillé, il n'y a pas que moi. Et je l'ai donné à Wallmoden, qui m'a dit « Oh, ben, je prends ça tout de suite, etc. » Et il me téléphone un jour, c'est lui qui me dit, il est très bavard et il raconte des choses extrêmement intéressantes, mais ça dure très longtemps. Il me dit, pourquoi vous ne parlez jamais de votre frère? Ça a fait tilt, et ça m'a vraiment donné un coup, et je me suis aperçu qu'en effet, je le mentionne de temps en temps, en passant. Je dis qu'il existe, mais je l'ai totalement éliminé. Probablement par culpabilité. Je savais qu'il était le maître absolu de ses parents qui, en réalité, auraient dû être ses grands-parents. Il était un enfant surgâté. Et tout à coup apparaît ce monstre hurlant qui ne cesse de crier et qui lui gâche la vie définitivement. Toute l'enfance de mon frère a été détruite par moi. Ça, je le sais pertinemment, j'ai d'innombrables exemples. Et j'ai été un épouvantable tyran.
Et j'ai accaparé toute l'attention de mes parents. Et ensuite, le malheureux, qui est vraiment l'allemand type, il voulait entrer dans la Hitlerjugend. Il voulait être Pimpf à 14 ans, et évidemment, vous vous doutez bien, avec le nom qu'il portait, il n'en était pas question. Première blessure. Nous partons pour l'Italie, et c'est l'occupation. Les Allemands viennent nous chercher. Le grand souvenir de ma vie, c'est quand même les 2 trous noirs des mitraillettes, des soldats allemands qui ont-ils fait semblant de ne pas nous voir, ou je ne sais pas, qui me visaient. Lui a sauté par la fenêtre de cet internat, et s'est réfugié, comment je ne sais pas, chez le curé d'un tout petit village savoyard qui s'appelle Crévolan. Et de là, il est parti dans le maquis de Beaufort, et ensuite, comment il a fait, je ne sais pas, il s'est engagé dans la première DB, et il a fait toute la campagne d'Allemagne pour finalement reprendre ses études de droit. Et il était complètement fauché, et il s'est fait gardien de nuit dans un garage. Et un matin, il se réveille, il avait quelque chose sous le coude, un peu gonflé. C'était une enveloppe avec les compliments de Luis Mariano, faites de bonnes études. Et Luis Mariano, le chanteur, lui a donné de l'argent pour quelques mois. Et le jour même où il reçoit sa naturalisation, le matin, désespéré, il va à Vincennes s'engager dans la Légion étrangère. Et quand il arrive chez lui, de nouveau, il y a sa naturalisation, ce qui est terrible. Et il a fait l'Indochine, ce qu'il a fait, là, j'aimerais ne pas le savoir. Ensuite, il a joué un rôle important dans le sud algérien, où il a beaucoup travaillé pour les cultivateurs algériens, les paysans, etc. Et il a fini par se retrouver, ce qui est un comble, compromis dans la révolte des généraux, aux côtés du général Schall, et il a failli être arrêté. Et il a fini sa vie comme commandant, il n'a jamais pu être officier supérieur. Et à ma façon, ça m'a quand même symboliquement touché. Quand il est mort, je suis allé à son enterrement à Draguignan, et il y avait une dizaine de généraux et une trentaine au moins de colonels, plus tout le reste. Ça m'a fait un singulier effet. La destinée militaire m'est étrangère, j'ai fait mon service militaire comme tout le monde, mais là, c'était un peu trop pour moi. Et en même temps, symboliquement, c'est d'une très grande force. Et j'ai une photo de lui qui m'a extrêmement touché, que m'a envoyé un général, où il est décoré de l'ordre de la Légion d'honneur. Et on le voit pleurer. Mon frère est ce qu'on appelle, si je lis en allemand, une verkrachte Existenz. Il est, normalement, si les choses avaient été normales, il aurait été SS ou quelque chose comme ça. Ce qui est quand même un paradoxe terrible. Ce qui l'a sauvé, c'est la persécution. Ah oui, c'est ce que vous expliquez. On voit aussi bien que, évidemment, c'est la persécution qui lui fait prendre conscience qu'il est juif, alors qu'en fait, il ne l'est pas. C'est-à-dire, puisqu'il est protestant, il ne se rend même pas compte qu'aux yeux des nazis, il va être considéré comme juif. Exactement. Et donc, toute son existence va être déterminée par ça, puisqu'il est chassé d'Allemagne en tant que juif, alors qu'à ses propres yeux, il ne se sent pas juif. Et vous montrez que cette ambiguïté, ce malaise même qu'il peut avoir vis-à-vis du judaïsme, va le poursuivre toute sa vie. Mais toute sa vie. Le sort des juifs allemands est quand même terrible. Beaucoup, une cinquantaine de milliers, il y en avait à peu près 80 000, il y avait 0,7% de la population au total. Quelques-uns, plusieurs dizaines de milliers, se sont pour des raisons évidentes convertis au protestantisme. Ma famille, par exemple, mon père était juge à la cour d'appel de Hambourg, et mes parents se sont, avec le plus grand soin, efforcés de nous cacher systématiquement nos origines. Nous étions des enfants protestants, baptisés à leur naissance, et on ignorait absolument tout. La Bible, les Juifs étaient dans l'Ancien Testament, bon ça je savais, et je croyais qu'il n'existait plus. Mes parents ont pris paniquement le soin de ne jamais rien dire de nos origines.
Et quand nous sommes partis en 1938 de la gare centrale de Hauptbahnhof de Hambourg, nous commencions à nous... Mon frère, je ne sais pas, mais moi, je commençais à me dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je ne prendrai conscience de mon origine, et mon frère, curieusement, le même jour que moi, la directrice de l'internat, qui m'a d'ailleurs protégé et presque sauvé la vie, m'a dit un jour, mais mon enfant, vous ne savez donc pas que vous êtes juif? Non, je ne le savais pas. J'avais 15 ans. C'est seulement à 15 ans, la persécution intérieure, je veux dire là, c'était le désir de se cacher était si fort qu'un enfant normalement intelligent n'apprend ses origines qu'à 15 ans. Et mon frère, c'est à peu près à la même époque. Mais mon frère s'est beaucoup engagé ensuite. Alors le paradoxe terrible, c'est qu'il était en relation avec des officiers allemands qui avaient fait la guerre, ce qui est terrifiant, et en même temps avec des officiers israéliens. Il est le paradoxe vivant, une verkrachte existence, une existence brisée. Et oui. Mais c'est les antipodes. Moi, je suis un petit gâcheur. J'ai une vie magnifique grâce à mon admirable femme qui a supporté mes écarts, qui est quelqu'un de merveilleux et d'irremplaçable. Et absolument. Et j'ai eu la chance d'être français, vraiment. Notre-Dame, l'incendie de Notre-Dame a été pour moi une tragédie, parce que toute mon enfance, je regardais les tours de Notre-Dame dans le dictionnaire, c'était pour moi l'image de la liberté. Bien sûr. Un monde devenu pour être encore inaccessible. Et mon frère était aussi français que moi, mais il était beaucoup plus... Le militaire allemand, c'est ça qui est terrible. C'est le paradoxe même de l'existence juive, vous ne trouvez pas? C'est ce que vous dites, en tout cas, oui. Je ne sais pas si je me permettrais d'en parler, mais oui, j'entends ce que vous dites dans votre livre, oui. Les Geltungsjuden, les juifs qui valent comme tels, c'est-à-dire les protestants, qui étaient traîtres aux uns et aux autres. Oui, bien sûr. Moi, ce que j'ai trouvé tout à fait extraordinaire dans ce texte, c'est qu'on y retrouve des choses que l'on connaissait parce qu'on a lu vos livres, mais vous voyez en quelque sorte ici de l'extérieur, quand vous parlez de votre propre naissance, ou après du sentiment de honte même que votre frère peut éprouver pour vous qui êtes d'un caractère si différent, qui êtes, par exemple, on le sait, hein, dans cette espèce de piège tendu par les châtiments corporels, par l'internat où vous étiez, et quand votre frère revient vous voir parce qu'il doit revenir chercher ses papiers qui sont restés dans la valise d'osier au dernier étage dans le grenier de votre pensionnat. Il arrive et il vous trouve en train de subir une punition et il en éprouve une espèce de gêne terrible. Est-ce que vous avez pris... Est-ce que cette différence qu'il y avait entre vous s'est estompée au fil des années ou pas? Est-ce que le regard qu'il portait sur vous a changé quand même quand vous êtes devenu écrivain? Je ne le crois pas. Non. Et non, cette scène est terrible. Il arrive et à cette époque-là, c'est presque honteux d'en parler, le châtiment corporel, la fessée, était régulièrement pratiqué dans les internats, et même les grands, bien sûr, de 16-17 ans se laissaient tabasser presque avec volupté. C'est cet étrange masochisme qui est caractéristique de tous les internats. Personne n'en parle. Si, il y a l'admirable livre de Patrice... père de mémoire. Mais il y a eu vous, tout simplement. Parce que Ostinato. Ostinato, Louis-René Desforêts. Louis-René Desforêts, absolument. De Louis-René Desforêts. Oui, absolument. Mais c'était la règle. Et le jour où ça m'arrive, mon frère débarque. Et il était plus mort de honte que moi. Et ça a dû l'éprouver d'une certaine manière, le rappeler à mon frère est celui que je ne veux en aucun cas être. Il a eu
toute sa vie, il a lutté pour ne surtout pas ressembler à celui-là. Et je le comprends. Celui-là, c'est-à-dire vous. Oui. C'est-à-dire que c'est ça qui est fabuleux dans ce livre, enfin, qui fait le caractère absolument saisissant de l'écriture, c'est que vous vous regardez, vous parlez de vous comme d'un personnage. Absolument. Alors que vous avez beaucoup écrit à partir de votre expérience. Là, c'est le moi, mais regardez vraiment par l'écrivain que vous êtes aujourd'hui et même analysé d'un point de vue critique. Et sans ménagement pour vous-même, d'ailleurs, avec une certaine cruauté, même parfois, dans l'analyse de vos rapports et de votre attitude vis-à-vis de votre frère. Vous vous jugez vous-même dans ce livre. C'est très intéressant ce que vous dites, c'est très, très profondément juste. J'ai toujours écrit, moi qui crois si peu au dédoublement de personnalité, je me suis toujours vu, nous sommes toujours deux. Il y a moi, il y a l'imbécile en dessous de moi qui fait sa vie quotidienne et la constatation. Je suis persuadé, il doit en être peut-être aussi pour les autres, je suis toujours témoin de moi-même. Et c'est parfois extrêmement agréable, mais c'est surtout désagréable. Je ne cesse d'être le témoin de ces masochistes un peu cinglés qui m'accompagnent. Je vous remercie d'avoir vu ça. Jusqu'ici, je ne l'ai pas vraiment formulé. Oui, en effet, c'est ça. Ah oui. Je m'emporte, je suis le témoin de moi-même. Et en même temps, pour écrire ce livre, enfin, moi, il me semble qu'il faut un courage incroyable. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais pour aller au bout comme ça de la souffrance qu'il y a eu de part et d'autre, d'ailleurs de vous vis-à-vis de votre frère et du frère vis-à-vis de vous, et pour avoir essayé de rentrer dans ce qui a dû être son expérience, de comprendre, parce que vous nous faites comprendre de l'intérieur ce qu'il a dû ressentir. Et est-ce que c'est en l'écrivant que ça vous est venu, ou est-ce que c'est quelque chose que vous vous étiez déjà dit avant et que vous n'aviez pas encore simplement mis par écrit? Ou est-ce que c'est pendant l'écriture que vous êtes entré dans son esprit en disant, ben oui, quand je suis né, il a dû se sentir complètement rejeté. Ensuite, il a eu à se raidir sur lui-même, parce qu'on voit quand même un garçon très doué. Il est manifestement très doué, et qui peu à peu se fige, se rigidifie, va chercher à se contrôler terriblement, précisément parce qu'il a un frère qui se contrôle beaucoup moins. C'est vraiment ce que vous dites m'oblige presque à écrire. Allez-y. On en redemande. Vous me découvrez, c'est formidable, parce que cette espèce de division, alors que c'est l'unité. Mais mon frère, pour revenir à lui, était surdoué. Il dessinait de manière extraordinaire. Il faisait des dissertations. Il a eu d'ailleurs une mention au bac. Et il a absolument délibérément rompu avec tout. Ah oui. Sauf avec la musique, si j'ai bien compris. Ah oui. Il s'est marié par exemple, ce qui est terrible, il ne s'est jamais occupé de son fils, que je ne connais pas, qui a été élevé par sa tante. Ah oui. Et mon frère ne voulait pas de cet enfant qui risquait, je ne sais pas, de le faire trébucher sur lui-même. Ah. Je n'ai jamais voulu rien savoir. Je ne connais pas mon propre neveu. Oh. Et mon frère n'a pas voulu non plus que nous le connaissions. Et mon frère était vraiment extraordinairement doué. Il faisait tout de manière gründlich. Il était aussi allemand que possible. Et il était en même temps totalement français, puisque au nom de l'Algérie française, il s'est mis de Gaulle à dos, si je puis dire, n'est-ce pas ? Puisque Chal a été... oui, alors qu'il avait été résistant, ce qui est quand même... oui. En même temps, il était résistant. Mais il n'a pas été le seul. Non, il n'a pas été le seul. Et en même temps, il a réussi de Crest-Voland à traverser les lignes américaines pour se dissimulant plus ou moins, et il est tombé sur un soldat américain à qui il a expliqué sa petite affaire, et peu à peu, il a réussi à s'intégrer dans un premier temps
dans l'armée Leclerc, mais de manière clandestine et illégale. Et là, il prétend avoir été l'un de ceux qui ont conduit Sacha Guitry en prison. Oui, c'est ce que vous dites, effectivement. C'est ce qu'il nous a raconté. Étonnant. Ils étaient 2 soldats qui ont amené Sacha Guitry. Eux essayaient d'être aussi aimables que possible. C'est quand même le paradoxe vivant, c'est extraordinaire. S'il fallait écrire à la Thomas Mann un livre sur l'évacune, sur un Allemand, ce serait mon frère. Alors qu'il était parfaitement français. Il était un Européen, mais à l'envers, d'une certaine manière. Mais vous-même aussi, vous avez commencé par écrire d'abord en français, et vous êtes venu, ou revenu plutôt, à la langue allemande. Finalement, quand même, ça a été un tournant. Et vous parlez beaucoup, vous avez déjà beaucoup écrit sur la différence entre les 2 langues, sur la façon dont vous l'avez vécu. Mais ici, vous appliquez cette analyse que vous faites de la différence fondamentale entre le français et l'allemand, que vous avez vécu, que vous portez en vous. Vous la voyez cette fois-ci à travers la manière dont votre frère a dû percevoir les 2 langues et être conduit à refuser la langue allemande. Est-ce que vous avez vécu ce même refus? J'ai l'impression que non, quand même, pas au même degré. Et en tout cas, qu'est-ce qui fait que... Là, c'est une grande question, mais quand vous écrivez en allemand, quand un texte s'impose à vous dans la langue allemande, est-ce que vous savez pourquoi? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous échappe? C'est une très belle question. Je ne peux vous la décrire qu'historiquement. J'étais en train d'écrire mon autobiographie, je l'ai écrite, La traversée des fleuves, à la demande de mon éditeur, Denis Roche. Moi, je ne voulais pas faire ça. Il m'a dit, je t'amène au restaurant, alors là, je viens tout de suite. Il m'a dit, tout le monde n'est pas allemand, français, catholique, protestant, athée et juif. C'est un peu beaucoup. Alors, je dis, bon, et j'ai écrit cette autobiographie. C'est un livre extraordinaire. Je pense que nous sommes nombreux à avoir subi le choc de ce livre. Oui, et j'ai continué, je ne sais plus, et tout à coup, je me suis aperçu quelques heures après que j'écrivais en allemand. Mais vous vous en êtes aperçu, c'est-à-dire sans avoir vraiment conscience que vous continuez en français. C'est formidable ça. Et c'est devenu ce livre qui n'a eu que très peu de lecteurs en français, qui s'appelle La ligne de fuite. Oui. Et qui en allemand s'appelle Die Absonderung, et qui a fait, très prétentieux de dire ça, mais qui a beaucoup aidé cet admirable éditeur qui était Egon Hamann, en Suisse, qui est malheureusement mort et qui a cessé d'éditer. Et ce livre lui a permis, entre autres, le livre de Tenir le coup. Et pourquoi je l'ai écrit en allemand, probablement, je me suis analysé après, parce que quand je parlais de mon... Car je n'ai jamais parlé d'autre chose que de mon nombril. Quand mon nombril est arrivé en Haute-Savoie, tout à coup, l'allemand est devenu innocent. J'ai eu la chance d'échapper un peu à la langue fasciste. Je me rappelle, l'allemand, les nazis, un enfant de 10 ans le sentait. Les nazis ont détruit l'allemand de l'enfance. On parlait une langue, die Aufnordung, la nordisation, par exemple. Il y avait des... Moi, j'ai appris, je le raconte souvent, mais c'est très important, j'ai appris la Lorelei, parce que j'ai été à l'école primaire en Allemagne, dans mon petit village, Rheinbeck bei Hamburg, et j'ai appris la Lorelei, Dichter unbekannt, poète inconnu. Je le vois encore écrit en dessous. C'est fou, hein. Et je suis allé voir mes malheureux parents. Est-ce qu'il était inconnu ou est-ce qu'il s'appelait Monsieur Inconnu? Vous imaginez, là. Mais heißt unbekannt oder ist unbekannt? Et, le malaise de mes parents a dû être terrible. Et oui, là... on m'a invité ensuite dans mon village natal, bien entendu, et tout le monde m'a juré, ça n'a jamais existé. Et si, ça a été
caviardé dans toute l'Allemagne. Dans les Lesefibeln, les livres de lecture, il y avait vraiment la Loreley et en dessous, Dichter unbekannt. Bien sûr, et bien sûr. Beaucoup d'autres gens m'ont dit la même Comme chose. le poème est très célèbre, on ne peut pas l'éliminer d'une anthologie. Alors on peut éliminer le nom de Heine, bien sûr. Exactement. Bien la sûr. folie allait jusque-là. Bien sûr. Bien sûr. Il fallait garder les poèmes de Heine, mais surtout pas Heine lui-même. Il faut lire Heine qui est d'une actualité extraordinaire. Là. Ça, c'est sûr. L'histoire de la religion et de la philosophie en Allemagne, c'est magnifiquement traduit par Jean-Pierre Lefebvre, les 30 dernières pages, mais c'est aujourd'hui, c'est inimaginable. Absolument. Inimaginable. Un immense livre. C'est un livre de poche en plus. Mais vous dites que vous n'avez parlé que de votre nombril, c'est pas tout à fait vrai, parce que vous avez aussi été un critique littéraire quand même assez incroyablement aigu et visionnaire. Enfin, vous avez écrit sur Goethe, vous avez écrit sur Molière, vous avez écrit sur Freud, vous avez quand même beaucoup écrit sur les autres, beaucoup écrit sur vos lectures avant de parler de vous, ou en même temps d'ailleurs. Donc c'est pas tout à fait vrai. Mais là, on a l'impression que cette puissance critique qui figure dans vos essais, dans votre œuvre d'analyste de la littérature, vous l'appliquez à vous-même ici, en vous regardant de l'extérieur. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous avez intitulé, enfin en tout cas le sous-titre, c'est roman. Mais c'est Roman des Bruders, hein, c'est le roman du frère. Donc c'est pas tout à fait la même chose. J'avais pas remarqué, tiens, j'avais pas vu qu'il y avait du roman, tiens, j'avais pas vu. Ah ben, c'est-à-dire c'est comme un sous-titre. Hein, donc oui, c'est le roman du frère. Donc c'est pas tout à fait comme inscrire une spécification de genre littéraire. Hein. Sur la couverture, je l'avais pas vu. Ah ben oui, et oui. Voilà. Mais ce que je trouve vraiment très frappant quand on vous lit, c'est que l'exercice de l'analyse critique continue au fur et à mesure que vous racontez. C'est-à-dire que d'autres auraient fait un récit factuel, auraient raconté des faits, des paysages, des états d'âme. Et vous, à chaque fois, il y a ça aussi, mais à chaque fois, à la fin d'un paragraphe ou dans le paragraphe suivant, on voit réintervenir l'analyse critique, l'effort de compréhension et d'explication. Oui, c'est extraordinaire ce que vous dites. C'est comme ça que je l'ai lu. Hein. Je n'avais pas du tout vu ça, mais en effet, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est encore plus, je suis encore plus, comment dirais-je, nombriliste que je le croyais. C'était pas du tout dans cet esprit-là. L'espèce de regard sur moi-même qui ne cesse de me poursuivre où que j'aille. Mais c'est vrai. Mais oui. Vous parliez ici également de choses critiques. J'ai connu une psychanalyste qui s'appelait Jacqueline Dupont, qui m'a invité à participer à une analyse de Freud. Et elle habitait un appartement extraordinaire qui donnait à la fois sur la Seine et sur la place Dauphine. C'est pas donné à tout le monde. Et je suis allé 2-3 fois. Après, ils m'ont mis à la porte parce que je riais trop. Parce que je trouvais tellement curieux l'aboutissement français du texte allemand de Freud que du coup, je me suis mis un peu en hommage à elle qui m'avait mis dehors, très aimablement d'ailleurs. J'ai écrit ces 2 petits bouquins sur Freud. Quand Freud voit la mer. Ça m'a tellement amusé. Cette intraductibilité, qui d'ailleurs sauve les langues. Si les langues étaient entièrement traduisibles, ce serait la mort du monde. Ah, que c'est bien ça. C'est merveilleux qu'on n'arrive jamais au bout. Heureusement, ce serait une tragédie absolue. Mais on peut expliquer pourquoi ça ne marche pas. Et c'est formidable. Rien de plus drôle que la traduction française des textes psychanalytiques de Freud. Mais c'est magnifique. D'humour involontaire, si tu veux dire. Moi, je trouve ça admirable. Je comprends que les psychanalystes ne soient pas tous très contents de ce que vous dites. Mais quand vous écrivez, vous éprouvez donc, puisque ce livre est venu à vous en allemand, c'est aussi une manière de réfléchir à cette distance qui sépare le français de l'allemand pour vous. Et alors vous
nous faites prendre conscience, puisque vous les avez toutes les deux en vous, ces deux langues. Et je dis toujours que les gens qui sont soit passés d'une langue à l'autre, comme c'était le cas par exemple d'Hector Bianciotti ou de gens, voilà, ou de Milan Kundera, qui a changé de langue au cours de sa vie, ou encore ceux qui écrivent indifféremment dans les deux langues, ou qui se traduisent ou s'adaptent d'une langue à l'autre, hein, ce qui était le cas de Beckett, ce qui est le cas de Nancy Houston aujourd'hui, etc. Je les compare un peu à Tiresias, hein, qui avait été femme, et puis qui est devenu homme, mais qui était le seul à pouvoir dire ce que c'est d'être l'un et l'autre, parce que pour un homme, être ce que c'est que d'être une femme, c'est complètement inimaginable, et je pense dans l'autre sens aussi, certainement. Et Tiresias, lui, pouvait le faire, raison pour laquelle il avait ce don de clairvoyance, il était un devin. Et alors, les bilingues me font un peu l'effet de Tiresias du langage, qui sont capables de dire quelle est l'autre face, parce que même si on apprend une langue, même si on la parle bien, le bilinguisme, c'est autre chose. C'est vraiment avoir les deux en soi au même degré. Et alors, est-ce que, justement, vous levez un pan du voile sur ce bilinguisme quand vous analysez les deux langues dans votre livre et que vous évoquez la langue allemande comme quelque chose qui est quand même assez dangereux, au fond. Vous en avez une vision qui est à la fois très élogieuse, parce que dire que c'est une langue qui va tout droit à la réalité, qui ne masque jamais rien, c'est quand même une énorme qualité. Et en même temps, vous en montrez le danger. C'est-à-dire que c'est une langue qui est tellement radicale, expliquez-vous, que forcément, parce qu'une chose comme Mensch existe, qui n'existe pas dans d'autres langues, forcément, elle devait aller jusqu'à l'anéantissement de l'humain. Est-ce que voilà, vous pouvez en redire un peu quelque chose, parce que ce sont des paragraphes assez terribles pour les deux langues. Cette Gründlichkeit qu'on ne peut pas traduire, hein, c'est très difficile de traduire Gründlich, parce que si on traduit fondamental, bon, bien sûr, c'est la traduction normale, mais ce n'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans quelle mesure, quand vous vous êtes mis à écrire en allemand, vous avez surmonté cette espèce d'effroi et de danger que vous ressentez dans la langue allemande? C'est une magnifique question qui me trouble. Ce n'est qu'après que je me suis aperçu des choses. Ah oui, c'est toujours je après. voulais, en réalité, je voulais être peintre. Mon père était un Sonntagsmaler, un peintre du dimanche très doué. Oui, vous le dites. Oui. Et je ne voulais pas, les gens qui s'occupaient de moi, leur imposer encore de m'acheter des toiles, des pinceaux, ce qui vaut très cher. Et j'ai abandonné. Et du coup, j'ai découvert le langage. Mais ce n'est pas tout de suite. J'ai fait des études d'allemand à la Sorbonne, c'est-à-dire que j'y allais pas beaucoup, mais j'avais 2 ou 3 camarades germanistes, ça m'amusait. Et c'est le français, en réalité, ma langue. À 11 ans, j'étais un petit garçon sous-développé, et c'était ma langue maternelle. C'est devenu une véritable langue maternelle. D'accord. Mais en même temps, à ma grande surprise, on m'a fait passer le baccalauréat. Et on a fait venir une dame, venue m'apprendre. Et j'étais stupéfait de ces mots très, très compliqués, complètement infantiles, faits de petits morceaux de langue de mon enfance. Tous les mots compliqués en allemand sont d'une simplicité absolue. C'est d'une bêtise absolue. C'est tellement simple qu'on en est ébahi. Tout se compose de quelques centaines de radicaux qu'on utilise. Et ça m'a extrêmement frappé. Et alors, je me suis aperçu que la langue allemande avait ce don de tomber immédiatement au milieu, alors que le français fait le tour. Il y a une espèce de politesse linguistique en français que l'allemand ignore. L'allemand, il dit les choses d'un coup. On tombe au milieu,
Il n'y a aucune hésitation possible. Et en plus, l'allemand est situé dans l'espace, dans la radicalité du stehen, être debout. J'étais prof d'allemand avec enchantement. Et un jour, je pose ma serviette sur la table en rigolant, et je lui dis ich stelle die Mappen auf den Tisch. Et il y a plusieurs qui ont levé. Monsieur, vous n'avez pas dit la même chose la dernière fois. Et en effet, j'avais dit ich lege die Mappe auf den Tisch. Et c'est grâce à mes élèves, c'est eux, les élèves du 6e, géniaux, qui m'ont fait découvrir la langue allemande. Et d'un coup, je me suis dit, mais extraordinaire, c'est pas la même chose. Et tout l'allemand est construit uniquement là-dessus. Kant en allemand, ça n'a rien à voir avec Kant en français. Kant, ça se voit, ça se touche. La philosophie allemande est une affaire du corps. Tandis qu'en français, c'est tout à fait ailleurs. C'est la politesse de la philosophie, si je puis dire. Et l'allemand est une langue infaillible, d'une certaine manière. Encore une fois, il n'y a pas d'hésitation sur le sens. En français, ce qui est merveilleux, c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on dit. Et ça, c'est prodigieux. Si, c'est un compliment ambigu. On le sait avec précision, mais c'est informulable. La langue française entoure magistralement. C'est la politesse de la langue. Moi, j'ai toujours pensé que le français a été une construction mentale extraordinaire, mais qui n'était pas qu'une invention de la cour. Ah oui, ça c'est sûr. C'est la langue. C'est une langue qui est venue de la monarchie. Une prodigieuse création intellectuelle. C'est le linguistique en soi. C'est peut-être un peu ridicule de dire ça, mais pour moi, je n'y connais rien. Ça me fait cet effet-là. Alors que l'allemand est une langue du sol, du concret. L'abstraction en allemand, c'est impossible. Toute abstraction est d'abord figurative. Les mots abstraits de l'allemand sont tous latins ou français. Hein? Bon, l'être, mais das Sein, ça se touche. Hein? Oui. C'est complètement corporel. Et ça, c'est ce que, effectivement, les Français qui ne savent pas l'allemand ne comprennent pas. Parce qu'on imagine que c'est une langue, au contraire, très, très abstraite. Non, et oui, je sais bien. Je suis bien d'accord. Dans les années 50, moi, je reconnaissais des Allemands dans le métro, les rares Allemands qui débarquaient, parce que leur poitrine était beaucoup plus gonflée. Vous savez, le vieux a dit cette phrase géniale qui m'a valu de me faire mettre à la porte de la Sorbonne par un prof dont je ne dirai pas le nom, parce qu'il disait, Goethe a écrit dans la respiration, il y a 2 bienfaits, prendre de l'air et s'en décharger. Et ce prof a dit, c'est pas la peine d'être le grand Goethe pour dire des choses aussi banales. Et je me suis levé, je dis, c'est pas la peine d'être professeur à la Sorbonne quand on ne sait pas l'allemand. Raus, sortez. Je suis sorti. Et c'est ça, la respiration n'est pas la même. Bien sûr. On respire en allemand à fond et en français. L'air, on le survole, c'est délicat, c'est pas difficile. En allemand, vous êtes obligé de vous arrêter pour respirer. Et ça m'a absolument frappé, ça. Et oui, ce sont 2 langues qui ont engendré des musiques très différentes, précisément parce que le lied allemand ne se chante pas comme la mélodie française. La respiration n'est pas la même. La respiration n'est pas absolument, la même. Absolument. Et c'est passionnant. Moi, toute ma vie, je continuerai longtemps, si je pouvais, à écrire sur la différence des 2 langues. À tous les coups, c'est passionnant. C'est miraculeux, ces 2 langues. Alors justement, je vais peut-être on peut peut-être faire une toute petite pause dans cet entretien en lisant un extrait du livre, puisqu'on m'a demandé d'en traduire quelques pages, d'amener quelques pages de ma traduction. Et donc, ce qu'on a dit, c'est que je lisais le début, puis vous continuerez en allemand. Je vous passe le livre au moment où... Voilà. Et c'est précisément, j'ai choisi un passage sur cette différence des langues qui me touche particulièrement. Alors voilà le passage où vous parlez des 2 langues pour votre frère. Le « il », c'est évidemment le frère. Il n'avait parlé allemand que de temps en temps avec des soldats allemands prisonniers. La langue de son enfance lui était devenue étrangère. Le souffle propre aux 2 langues avait pris une allure différente. La voix était posée autrement.
En français, on n'avait pas besoin de respirer aussi profondément. On parlait d'une voix de tête plus que d'une voix de gorge. Cela sonnait tout à fait différemment. Le français sonnait plus doux. Il n'allait pas chercher aussi loin en vous que l'allemand, où tout était pris au sérieux et ressenti comme tel, où l'on tombait tout de suite sur la vérité telle qu'elle apparaissait, sans pouvoir faire autrement. C'était comme s'il n'y avait pas d'échappatoire, comme si l'on était contraint à des énoncés sans ambiguïté. En allemand, on va droit au cœur de ce dont on parle. L'objet se tient carrément là devant vous, tel quel. La langue allemande prend les choses au pied de la lettre. Le mot Bauchspeicheldrüse, glande salivaire du ventre, exprime exactement ce dont il s'agit, là où le français pancréas n'est pas compréhensible sans le grec. Le français, il s'en rendait compte maintenant, gardait pour ainsi dire ses distances, se ménageait un espace de liberté entre le mot et la chose. L'allemand allait au fond des choses, ne laissait rien passer, alors qu'en français, il y a des mots simples qui ont une extension très générale, mais exigent que l'auditeur fasse lui-même le travail. On lui fait confiance. Entrer s'applique à une porte d'accès, à l'arrivée d'un train, à celle d'une personne, pour lesquelles l'allemand dispose de mots différents, Eingang, Einfahrt, Eintritt. Il remarquait comment chaque mot, chaque notion désignait la même chose, mais d'une autre façon. Parler l'allemand était presque obscène après l'occupation, après les crimes nazis sur lesquels on en apprenait davantage chaque jour. Il avait honte à présent rien qu'à l'idée de parler la langue qui avait été utilisée pour commettre des crimes aussi monstrueux. Il ne fallait absolument pas qu'on sache qu'il était originaire de ce pays. Cette idée faisait naître à chaque fois en lui un sentiment aigu de séparation qui le paralysait. Ce fut ainsi que l'allemand glissa pour lui peu à peu à l'arrière-plan. La langue française qu'il avait protégée et sous le signe de laquelle il avait affronté le péril mortel avait entièrement pris possession de lui, et nul de ceux qui savaient ce qu'il en était ne faisait jamais allusion à ses origines. Il était d'un seul coup tout ce qu'il ne fallait pas être, un juif protestant d'origine allemande dans la France à peine délivrée de l'occupation allemande. Je vous remercie, c'est exactement. Et je vais vous demander de continuer à partir de cette ligne-là. Er hatte keine sichere Unterkunft. Er hatte keine sichere Unterkunft und das wenige Geld, sein Sold, würde kaum für eine Nacht im Hotel reichen. Zum ersten Mal in seinem Leben empfand er die Haltlosigkeit, die eben auch den Grund der jüdischen Existenz bildet. Nicht gelegentlich, sondern überhaupt. Als 13-jähriger Knabe in Deutschland hatte er sich immer umgewendet, um zu sehen, ob man hinter ihm her war. Und so hatte er erst wieder während der Monate der deutschen Okkupation in Hochsavoyen getan. Jetzt brauchte er sich aber nicht mehr umzudrehen. Im Körper fühlte er eine ihm sonst unbekannte Freiheit. Er brauchte nicht mehr seine Nerven anzuspannen, um sofort abwehren zu können. Und damit fing seine Bestimmung wieder an. Er wusste nicht, wohin. Von der Front hatte er an Fräulein Lucas, die Leiterin des Internats, geschrieben, an den kleinen Bruder, der nun 17 war, und den Freund, in dessen Haus er sich damals mit dem Bruder um den österreichischen Widerstandskämpfer verstecken konnte. Mit diesem Freund hatte er einen ziemlich regen Briefaustausch. Der Freund erzählte ihm seine vielen Liebesaffären und bot ihm für einige Tage ein Zimmer der großen Wohnung seiner Eltern in Boulevard Pereire an, im schicken 17. Arrondissement. So war er immer jemandem etwas schuldig. So konnte seine Unsicherheit nur bestätigt und die Scham nur umso größer werden. Die Scham ist ein sonderbares Gefühl, vom Inneren des Körpers nach außen gestoßen, als sei das innere Empfinden für jeden nicht sichtbar. Als Soldat hatte er das nie empfunden. Er war einer unter anderen und keiner scherte sich um seine Herkunft in der ständigen Gefahr angesichts eines wahrscheinlichen Todes, und der hätte mindestens Sinn gehabt. Er durfte nur in seiner Erscheinung auftreten, die nichts hätte von ihm sehen lassen. Die Uniform war ein solcher Ausweg zum Selbstverlust gewesen. Das musste er unbedingt wieder erleben. Schlimmstenfalls
als Hotelportier oder Bankangestellter. Keiner würde je erraten, dass darunter ein falscher Jude als wahrer Verfolgter stecke. Seiner unglücklichen Herkunft war danach eine höhere Ambition schuldig. Er war ein getaufter Christ, Abiturient dazu, zu jedem Aufsteigen fähig, nur dass er weder Fleisch noch Fisch war. Er war kein Deutscher mehr und noch kein Franzose. Seine gerade aus dem Konzentrationslager zurückkommenden Vater zu ehren, wollte er Jura studieren, um Richter oder Anwalt zu werden. Aber dazu musste er französischer Staatsbürger sein. Sonst könnte er nur kleine Aushilfearbeiten verrichten, wofür er auch noch einen Ausländerausweis brauchte. All das hatte er aber nicht. Sein deutscher Reisepass noch ohne J und sein evangelischer Taufschein, wie auch andere Papiere, lagen im Florimontan im Korbkoffer, der noch aus Deutschland stammte, in dem seine verzweifelte Mutter alles Nötige für die zukünftige Bleibe der Kinder getan hatte. Mehrmals hatte sie alles wieder herausgenommen, in der Hoffnung auf eine vielleicht doch mögliche Wendung der Geschichte, dass Hitler sterben oder plötzlich zurücktreten könnte. Très bien. Je reviens sur... Je ne vais pas lire la traduction, du coup, parce que... Oh bah, le texte l'est. Hein. La honte est un sentiment étrange. Bon, j'ai traduit ça comme une poussée de l'intérieur du corps vers l'extérieur, comme si ce qu'on éprouve au-dedans de soi devenait visible à tous. Et vous expliquez que finalement, son goût de l'uniforme, c'est la volonté de se cacher, de ne pas montrer, d'offrir une apparence lisse. Et du coup, jusqu'au bout, il va, enfin, même quand il redevient étudiant en droit, mais finalement, c'est mieux d'être dans la Légion étrangère. C'est mieux de devenir militaire. Parce que l'uniforme vous anonymise, enfin, cache l'origine. Et je trouve que cette réflexion sur l'intérieur et l'extérieur, parce qu'on dit toujours l'habit ne fait pas le moine, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. L'apparence. C'est une réflexion aussi sur cette apparence. Il essayait surtout de ne pas être reconnaissable, ne pas se différencier des autres. L'uniforme est l'abri idéal des gens qui ont peur d'eux-mêmes, si je puis dire. Un peu prétentieux de dire ça, mais il était absolument certain de ne pas être reconnu comme juif, comme trahison, comme traître à lui-même. C'est le goût qu'il avait de l'uniforme. Il allait jusqu'à ce que moi j'ai fait aussi, mais parce que je ne pouvais pas faire autrement, se balader en uniforme français à Hambourg. Il a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Mais il était officier, moi j'étais piou-piou. Mais j'ai éprouvé un certain plaisir, je dois dire. J'étais interprète de mon régiment, j'ai fait un service militaire que j'ai beaucoup apprécié. Il est vrai que j'étais interprète. Et rien n'était plus amusant que moi, soldat français, je me mette à engueuler des Allemands qui faisaient des réflexions dans l'ascenseur. Et ils n'y comprenaient plus rien. Ils voyaient ce Français qui parlait allemand comme eux. Et j'avais même pris l'accent un peu du pays de Bade, ce qui est très difficile. Mais un petit peu, j'y étais presque arrivé. Et là aussi, au fond, c'est comme mon frère. Lui et moi, avec une certaine malhonnêteté, nous jouons sur ce manque d'une silhouette définitive. Vous me conduisez menez très loin, je vous en remercie, parce que je n'ai jamais pensé à tout ça, mais c'est vraiment ça. Jouer sur les deux tableaux, voilà. Et pourtant... C'est une déloyauté, d'ailleurs. Ah. Et pourtant, quand on vous connaît, enfin, ou quand on voit votre parcours, bon, vous avez fait votre service militaire, mais enfin, il n'y a rien de plus opposé à vous que l'armée, l'uniforme, enfin, c'est le sentiment qu'on a. Donc, ça veut dire quand même que par l'écriture, vous avez fait l'effort contraire, c'est-à-dire parce que si quelque chose caractérise vos livres, c'est justement de vous montrer, pas à nu, mais malgré tout, justement, sans l'uniforme. L'écrivain, il ne peut pas endosser un uniforme.
C'est le contraire de l'uniforme, l'écriture. D'ailleurs, c'est bien pour ça que l'armée, en principe, quand on est officier, on n'a pas droit à la parole. Hein. On n'a pas le droit de prendre position, même en politique. On n'a pas le droit de... Donc, après tout, c'est leur métier. Mais il n'y a rien de plus contraire à ce que vous avez été. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ouais. C'est absolument vrai. Oui. L'écriture, c'est ce qui montre la distance énorme qui vous sépare de votre frère. C'est que vous n'avez pas... Vous n'avez pas éprouvé le besoin de... Peut-être vous avez éprouvé le besoin, mais vous avez fait ce pas de ne pas vous cacher. Une chose dont je vais être un peu indiscret, et je suis très fier de deux choses. À la sortie du service militaire, chacun a une fiche militaire sur laquelle on a écrit éléments très sympathiques, mais absolument inutilisables sur le plan militaire. Merveilleux compliment. Et malgré tout, la République j'ai été membre du Conseil culturel franco-allemand pendant 10 ans. C'est François Mitterrand qui m'y a... Christian Bourgois et moi. Et là, il a bien fait. Là, tout à coup, j'ai réalisé que j'étais citoyen de ce pays extraordinaire où les étrangers peuvent devenir les meilleurs Français. Et ça, c'est pour moi l'expérience fondamentale d'avoir été... Bon, ça, c'était très bien de se réunir, mais ça n'a pas donné grand-chose. Et pourtant, ça m'a montré à quel point, je dirais presque, la France a voulu de moi. Je n'oublie jamais que c'est quand même grâce à des Français que j'ai survécu. Et ça marque pour moi la langue à jamais d'un caractère presque sacré que l'allemand a perdu pour moi. C'est pour ça que je suis si libre à l'égard de la langue allemande. Je n'ai pas vu la LTI, je l'ai un peu vu arriver, mais j'ai été préservé de ça d'une certaine manière. Et je suis libre. C'est le français qui m'a rendu l'allemand. Sans le français, je n'aurais jamais réécrit en allemand. Ça, c'est magnifique, ce que vous venez de dire. Ça peut paraître un peu suranné, mais... Ah non, je ne trouve pas que ce soit suranné. Je pense que nous tous ici, en tout cas ceux d'entre nous qui sont français, sentent bien la portée politique de ce que vous dites. Oui, ça peut paraître... Non, mais quand vous parlez du statut... Enfin, ce livre est plein de leçons pour notre époque, là, brûlante. Hein, parce que la question de savoir comment on se définit comme Français, qu'on le veuille ou non, elle nous est posée tous les jours. Et il me semble que votre témoignage, quand ce sera publié, est extrêmement important. Ça peut-être on revient à tout ça aujourd'hui, mais j'ai jamais perdu de vue, ça peut aussi réactionnaire que ça puisse paraître, la notion de nation. Ah oui. Pour moi, la nation française, c'est peut-être ridicule, mais ça a été pour moi j'ai été quand même élevé, petit allemand, par les vignettes des livres d'histoire. Un peu rectangulaires, que certains d'entre vous ont peut-être connus, mais il faut vraiment être très vieux. Notre-Dame, Sainte-Geneviève protégeant Paris, Jeanne d'Arc, Vauban, Turenne, tu n'aurais pas dû frapper si fort, ou le jeu de paume. J'ai été élevé à la fois par les contes de Grimm et par l'imagerie nationale. Ce qu'on oublie, c'est que la notion même, le mot même de nation est un mot de la Révolution française. Hein. C'est ça, oui. Et... Après, on peut trahir tout cet héritage et récupérer le mot pour en faire quelque chose qui n'est pas ce qu'il était au départ. Mais le mot nation n'impliquait pas autre chose qu'une dimension d'égalité entre les citoyens. Absolument. Et l'État français est quand même cette chose qui est née du langage, puisque le français a ce don extraordinaire. C'est un peu vieux jeu, mais ce n'était pas par hasard la langue de la diplomatie internationale, parce que c'est une langue où on peut toujours... C'est une langue jésuite, si je puis dire. C'est formidable. Il y a toujours moyen de prendre la tangente.
En général, peut-être on ne se rend pas... Moi, j'ai beaucoup lu le XVIIe siècle, en partie grâce à ma femme. J'étais professeur d'allemand dans le secondaire et je n'avais pas assez d'heures d'allemand et on m'a donné à enseigner du français. Je n'avais jamais lu Molière. Et j'ai reçu un véritable coup sur la tête en lisant d'abord les Fourberies de Scapin. Molière, c'est prodigieux. C'est le théâtre du langage. Personne n'a été aussi loin dans l'analyse de la langue française que lui. C'est prodigieux. Et la langue française, encore une fois, je ne peux pas m'en expliquer davantage. Il y a toujours moyen de prendre la fuite. En allemand, non, vous êtes plongé. Je ne veux pas dire des choses affreuses, mais Les Bienveillantes sont un livre fondamental. Parce que ce qui se déroule, malheureusement, c'est la langue allemande. En vous écoutant, d'abord, si jamais parmi nos amis présents ici, il y en a qui n'ont pas encore lu votre livre sur Molière, je trouve que c'est un des plus beaux livres qu'on ait écrit sur Molière. Je le recommande vraiment à tout le monde parce que moi, je m'en suis nourri. Et c'est vraiment un livre extraordinaire qu'on n'aurait peut-être pas pu attendre de vous si on ne connaissait pas ce trajet qui, au fond, fait que votre analyse est entièrement centrée sur la question de la langue et du rapport à la langue. Mais pour revenir au sujet de notre conversation, cette façon de placer la langue au cœur de votre réflexion, est-ce qu'elle vous a, comment dire, je pense au titre d'Elias Canetti, la langue sauvée. Est-ce que l'allemand, malgré tout, par votre travail, vous dites que c'est le français qui vous a rendu l'allemand, vous avez dit aussi que l'allemand avait perdu son innocence pour vous, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui, malgré tout, a sauvé l'allemand pour vous dans votre parcours d'écrivain, qui a sauvé l'allemand, enfin qui l'a peut-être pas rédimé, mais en tout cas qui a permis de retrouver avec cette langue un rapport, je ne sais pas quel est le bon adjectif, je dirais pas serein, mais disons plus lumineux. Là aussi, on ne m'a jamais posé cette question comme ça. Je crois que c'est ma mère. Ah. C'est la figure de ma mère et surtout, je crois que c'est fondamentalement bête, mais les Heilige Nacht, Stille Nacht, les sons des récits et surtout de la musique de mon enfance. Je crois ce qui m'a préservé, c'est que j'ai vécu quand même l'allemand du 19e siècle. Mes parents, excusez-moi d'être comme ça platement, encore une fois, narcissique, mais j'ai une originalité particulière. Mon père, j'ai un arrière-grand-père né au 18e siècle. Mon grand-père est né en 1832 et mon père en 1873. Il avait 55 ans quand je suis né et ma mère en avait 10 de moins. Ce sont des gens du 19e siècle. J'ai vécu absolument dans une Allemagne du 19e siècle. Et je trimballe en moi, c'est l'époque de Thomas Mann au fond. Je trimballe ça avec moi. Et au fond, corporellement, je ne me suis jamais rendu compte que l'allemand était une langue meurtrière.
Je n'en serais aperçu qu'après. Pour moi, c'était particulièrement épouvantable qu'on ait fait ça dans ma langue maternelle. C'est terrible. Et en même temps, cette langue, si c'est pas de l'Allemagne que je parle, la langue allemande, c'est quand même quelque chose pour moi de fond. Je n'écrirais pas. J'ai d'abord écrit en français, j'écris surtout en français, mais je ne pouvais pas ne pas écrire en allemand. C'est ça qui c'est une espèce de fascination dont je ne me sors pas. Hein. Je suis vraiment un traître, puisque je suis toujours sur deux chaises. Hein. Et j'y suis au fond assez bien. J'aime mieux être sur la chaise. Malgré tout, vous savez, on a dit à Chamisso, quand il est mort en parlant français. Parce qu'il avait oublié l'allemand, pourtant, et qu'il le savait bien parfaitement. Eh bien, moi, contrairement, je voudrais mourir en parlant français. Ah. C'est curieux, mais c'est comme ça. Mon grand souhait, si on peut appeler ça souhait, c'est de mourir en parlant français. Et d'ailleurs, sur le plan quotidien, je ne suis plus capable, je ne parle plus l'allemand des jeunes gens. Il y a des tas de choses que je ne comprends pas, mais en français d'ailleurs non plus. C'est ça. Puis ça dépend quel français. Hein. Oui, je comprends plus ce que les gens disent. Mais les gens, si, mais bien sûr qu'il y a toujours un vocabulaire propre à la jeunesse et un argot, bien sûr. Mais vous me faites découvrir des choses que ça me trouble profondément, parce que c'est si... Je vous remercie de dire tout ça, parce que c'est, surtout venant de vous qui avez à ce point le sens du poétique dans la langue, ça me touche parce que ça me... Comment dirais-je? C'est pas n'importe quoi, les langues. Voilà. Ah, mais bien sûr. C'est vraiment pas n'importe quoi. Bien sûr. Et au fond, c'est un livre là-dessus aussi. J'ai beaucoup traduit, puisque j'ai traduit une grande partie de l'œuvre de Handke. J'ai peut-être eu tort, parce que ça m'a écarté de moi-même, mais c'est les traductions qui... Le traducteur est celui qui voit le mieux ce que les langues ont en poche, si je puis dire. Et les grands traducteurs, mais les écrivains sont moins grands, c'est paradoxal, mais le traducteur a un travail infiniment plus difficile et plus génial que l'écrivain. Il y a des traductions géniales, absolument géniales. Mais il y a un exemple, si je peux me permettre. Oui. Un écrivain allemand qui s'appelle Jens Rehn, un ancien officier, je crois, a écrit un livre sur 3 types qui meurent dans l'Atlantique sur un radeau, un Américain, un Allemand et un Anglais. Ils meurent tous les 3 de faim, de soif, etc. Et ça a été traduit par un ancien ami qui était assez connu à l'époque, qui s'appelait Lou Bruder. Mais oui. Et il n'y a pas un mot qui, en quoi que ce soit, corresponde. Et c'est la plus belle traduction qu'on puisse lire. Ça s'appelle Rien en vue, chez Kalman Levy. C'était absolument génial. Je suis très content que vous parliez de lui, parce que je l'ai beaucoup aimé aussi. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. Nous étions voisins, même à Paris. Et je l'ai beaucoup connu. Et comme il était devenu son métier, puisqu'il avait été le mari de Régine Crespin, c'est à lui qu'elle doit son accent allemand absolument merveilleux dans Wagner, hein, notamment, ou dans Strauss. Lou, qui était aussi un collaborateur de la Quinzaine littéraire, hein, qui a fait des articles formidables dans la Quinzaine pendant des années, et dont les poèmes ont été publiés par Maurice Nadeau. Lou expliquait aux chanteurs qu'il faisait travailler pour leur faire travailler la langue allemande dans le chant. C'était son métier de donner aux chanteurs des règles pour bien prononcer l'allemand quand on chante le lied. Il expliquait que l'allemand était la langue de la verticalité, que c'était une langue où il fallait faire sentir par l'attaque des voyelles et le coup de glotte nécessaire à certaines consonnes, une espèce de passage en apnée où on entend la verticalité, alors que le français est une langue de l'horizontalité, de la fluidité,
de la douceur, et ça rend très bien compte de la différence de diction entre le chant allemand et le chant français. Ce qui est fabuleux chez Régine Crespin, c'est qu'elle chante aussi bien admirablement Berlioz ou Debussy que Wagner ou Brahms. Et c'est grâce à lui qu'elle avait... Moi, en parlant avec lui, j'ai pris conscience de choses que je connaissais d'enfance, mais que je n'avais jamais formalisées de cette façon-là, ouais, entre le chant allemand et le chant français. Moi, j'ai appris la musique en Allemagne, donc j'ai été formé à l'école allemande en musique, et j'avais jamais réalisé à quel point la différence des langues est une différence métaphysique aussi. Lou disait toujours, quand on dit Dieu, bon, il est là, on pourrait presque lui serrer la main, alors que quand on dit Gott, c'est tout de suite la flèche de la cathédrale, quoi, une cathédrale gothique qui monte. Bon, c'était Lou, ça, mais je suis très content de pouvoir lui rendre un hommage grâce à vous. Oui, nous l'avons bien connu, oui. Et surtout, puisque c'était un franco-allemand, hein, il avait les deux langues en lui, et aussi, comme vous. Vous avez connu son ami Jean-Roger Carrois, oui, qui était un génie, qui malheureusement n'a jamais eu le courage d'affronter le refus d'un éditeur. Et il a écrit des choses extraordinaires. Et il avait tellement peur qu'on lui refuse ses manuscrits qu'il n'a jamais rien présenté. Et c'était quelqu'un, comme Brouder, d'absolument génial. C'est d'ailleurs deux amis. Mais oui. Voilà. Mais vous avez fait ce pas vers l'écriture. Et vous n'avez jamais craint le jugement qu'on pouvait porter sur vos livres? Vous savez, j'étais tellement ridiculisé enfant. Et c'est presque obscène de revenir là-dessus, mais se faire taper sur le derrière à 17 ans, on a tellement honte qu'on est préservé de toute honte ultérieure. Je comprends. Oui, de temps en temps, mais rien ne peut équivaloir ça. C'est d'ailleurs, malgré tout, une façon perverse de faire que les gens prennent conscience d'eux-mêmes. Les jésuites avaient très bien compris ça, paradoxalement. Tout moyen d'accéder à soi est toujours quelque part valable. Et moi, c'était le ridicule, la honte, le masochisme pervers. C'est un instrument de connaissance. D'avoir honte au point où certaines personnes profondément généreuses, profondément douées, géniales, sont retenues par la honte qu'elles croient devoir éprouver. Et ça, c'est malheureux. Il ne faut pas avoir peur d'avoir honte. Être ridicule, c'est pas grave. Être malhonnête, c'est grave, mais pas ou faire du mal à son voisin. Mais être ridicule, pourquoi pas? Bon, là, vous n'êtes absolument pas ridicule, mais vous êtes d'une honnêteté absolue, je pense, vis-à-vis de votre lecteur et de vous-même. Je ne sais pas s'il est prévu qu'on donne la parole au public. Je pense que ce serait bien. En tout cas, j'espère qu'on vous a donné envie de lire ce livre. Et puis que vous aurez la patience d'attendre sa traduction. Voilà, mais il y aura quelques exemplaires en vente à la sortie, donc il faut se précipiter. Mais en attendant, peut-être que c'est bien, parce que je suis sûr que nos amis, dont beaucoup vous connaissent très bien, aussi bien que moi, et auraient très bien pu vous poser toutes ces questions, auront envie de vous poser des questions. Il n'y a pas de questions inintéressantes. Jamais. Non. Personne ne se lance. Bon, alors écoutez, on va vous remercier. On remercie beaucoup Georges-Arthur Goldschmidt, surtout d'avoir pris sur lui pour venir nous voir, parce que comme vous l'avez compris, une journée où on est passé à l'hôpital pour une intervention, c'est une journée où on aurait le droit de se reposer. Et donc on est quand même... Moi, je suis très heureux d'avoir pu vous poser toutes ces questions. Et moi, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie d'avoir accepté d'abord de traduire,
ensuite de présenter cette soirée. Et je suis profondément ému. J'étais très ému par votre poésie et votre traduction. Ce que j'entends, c'est mon texte. Hein. Voilà. J'ai pas lu aujourd'hui Vom Nachexil, mais c'est le prochain livre donc, qui sera publié chez Verdier et que je suis en train de finir. Voilà. Et après, merci beaucoup en tout cas. Bien sûr. Merci. Ganz herzlichen Dank. Un grand merci à vous deux. Merci d'être venus pour cette soirée qui s'est avérée une grande réflexion sur la langue et sur la langue qui m'a personnellement, et je pense comme vous, profondément touché, cette langue, die Sprache, eine Sprache der Wirklichkeit, die man oft für Wahrheit hält, comme vous dites très joliment. Merci beaucoup, Monsieur Goldschmidt, du fond du cœur.